Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro des Midis numériques, aujourd'hui consacré à la cybersécurité. Euh, Nous sommes aujourd'hui sur une session interactive. Vous pouvez activer vos micros caméras et utiliser le chat pour dialoguer avec nous. Comme d'habitude, vous le savez, les sessions sont enregistrées. Le replay est disponible sur le même lien d'inscription et avec un petit différé sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Donc, collectif SI- euh, collectif sims-paca.net. Pardon. Voilà, donc en quelques jours de différé et vous retrouvez l'intégralité de nos sessions des midis numériques. Aujourd'hui, nous sommes donc sur cette session avec Patrice, mon collègue de la cellule CAPSI, collègue du grade IS, moi-même. Marie-Aude, Mathieu, Nadège et Mehdi s'excusent, ne pourront pas être là aujourd'hui, occupés par ailleurs avec de belles représentations du collectif auprès de la NSDNS. Et le sujet du jour se situe à l'avant-dernière étape de notre cycle avant la trêve estivale. La semaine prochaine, on va parler de télésoins, télésanté et un focus sur la télémédecine, avec notamment un appel à projet qui est en cours, en tout cas sur la région PACA, mais on va brosser l'intégralité des sujets qui sont afférents à cette discipline. Donc, aujourd'hui, Patrice, je pense que je vais te laisser la parole et tu vas nous dire plein de belles choses sur la sécurité, enjeu majeur s'il en est sur le secteur médico-social y compris. Merci beaucoup Philippe, en tout cas pour cette opportunité d'aborder à nouveau cette question de la cybersécurité. Et comme tu le disais, en fait, cet atelier-là clôture un petit peu des thématiques autour de la sécurité numérique que nous avions déjà abordées lors des précédents ateliers. Et ce qu'on souhaitait vous proposer aujourd'hui, c'était de faire une sorte de synthèse un petit peu de ce cycle et puis peut-être faire également peut-être un point d'actualité autour de la sécurité numérique dans le domaine du médico-social. Donc finalement, on souhaitait vous proposer 4 temps. La cybersécurité, bien sûr, dans le domaine du médico-social. En profiter peut-être pour vous rappeler aussi les outils et services à votre disposition qui sont mis en place gratuitement et disponibles et offerts par le grade PACA au titre de la mutualisation des moyens pilotés par l'ARS. Euh, Faire un petit focus sur quelques outils CAPSI utilisables dès maintenant et qui peuvent vous intéresser. Donc l'idée, c'est pas forcément d'être exhaustif, c'est de mettre un petit coup de projecteur sur quelques points qui peuvent être intéressants et qui viennent un petit peu en conclusion des différents ateliers que nous avions eu ensemble sur la sécurité numérique, mais également la conformité numérique. Et puis un temps de questions-réponses à votre disposition, si vous souhaitez que nous abordions quelques thèmes particuliers ou si vous avez des questions sur ces différents sujets de cybersécurité. Alors, la cybersécurité du médico-social, donc comme on indiquait une synthèse un petit peu des précédentes thématiques, et en fait, on souhaitait vous proposer, en fait, revenir un petit peu sur la période qui s'est écoulée entre 2020 et 2022 au niveau des incidents de sécurité numérique. Donc là, on s'est appuyé sur un rapport donc de l'Observatoire des signalements piloté par l'ANS et le haut fonctionnaire à la sécurité des systèmes d'information. Et en fait, ce rapport, bon, l'idée n'est pas de décrire tous ces chiffres-là, mais on voit une forte augmentation des incidents de sécurité dans les secteurs de la santé, mais également du médico-social. Alors, lié à plusieurs éléments, une recrudescence des attaques et des attaques d'opportunités sur nos systèmes d'information. Euh, une exacerbation de ces attaques aussi, ou en tout cas des signalements est lié au fait que de plus en plus sont attaqués également des prestataires de vos domaines d'activité. Donc, c'est plus maintenant seulement l'établissement, mais ce sont également des prestataires qui sont soit des prestataires d'hébergement, des prestataires de solutions logicielles que vous utilisez, et du coup qui sont eux-mêmes mis à mal par des pirates ou des personnes malveillantes qui souhaitent accéder à leurs données.
Euh, L'autre phénomène aussi qui explique cet accroissement, c'est l'obligation maintenant, depuis la fin 2020, pour le domaine médico-social, qui rejoint finalement le domaine des obligations qui existait depuis 2017 pour le domaine de la santé, où maintenant nos collègues du médico-social sont tenus de remonter les incidents de sécurité via les plateformes nationales, ce qui explique aussi le fait qu'on ait cet accroissement sur cette période. Mais au-delà de ces aspects particuliers liés aux prestataires et liés au signalement maintenant obligatoire des ESMS, ça n'empêche qu'on a quand même une montée en puissance puisqu'on a quasiment un fois 2 sur le nombre d'incidents déclarés sur les portails de signalement. Euh, Sur un second schéma, alors je vous rassure, c'est peut-être peu visible à l'écran, mais vous aurez ce support accessible. Simplement, c'était rappeler un petit peu les événements marquants de la période. Euh, on a été notamment marqué par toute une série d'attaques de rançongiciels, donc ces fameux outils qui vont chiffrer les patrimoines de données que vous détenez et qui, en contrepartie d'une hypothétique clé de déchiffrement, vous propose de payer une rançon. Alors, c'est l'occasion de rappeler un petit peu les bonnes pratiques et notamment les recommandations de l'ANSSI qui consistent à dire on ne paye jamais une rançon, puisque déjà la récupération de la clé est tout sauf sûre et surtout très hypothétique. Et puis, c'est quelque part donner un blanc-seing aux pirates en disant quelque part ça marche et donc je continue à développer ce genre d'outils. Donc, vous voyez, sur janvier-mars, on a eu aussi un prestataire qui a été victime d'une fuite de données, où on a eu plus de 500 000 données patients issues de laboratoires de biologie qui ont été impactés. Donc, je pense que tout le monde a en tête ce prestataire qui a été victime et qui, du coup, en termes de dommages collatéraux, a embarqué toute une série de laboratoires de biologie médicale qui ont été aussi tenus, eux, de signaler ces incidents, alors que c'est le prestataire qui avait été mis en défaut. On a également aussi, au titre des vulnérabilités, et là encore, on parlait des prestataires d'hébergement, on a tous en tête l'incendie de Strasbourg pour l'hébergeur français OVH, qui a mis à mal une bonne partie de structures nationales et européennes, pour lequel certains ont perdu la totalité de leurs données, puisqu'il n'y avait pas forcément de souscription de système de sauvegarde. Donc là encore, ça met en évidence, ou en tout cas ça met en écho tous ces éléments autour du choix d'un prestataire d'hébergement. Et en tout cas, le fait dans notre écosystème d'analyse de risque, de pas seulement être focalisé sur l'interne, mais également bien prendre en compte toutes les parties prenantes de nos activités, qu'ils soient prestataires d'équipement, prestataires de services de type hébergement. Donc là encore, vraiment les intégrer et voir qu'il peut s'agir du coup de vecteurs de vulnérabilité dans vos systèmes également. Donc les attaques de rançongiciel, bien sûr, le domaine de la santé, on avait parlé d'Arles, on a également un prestataire d'application qui travaillait dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées, qui a été fortement impacté et qui, du coup, sur des modèles de logiciels qui sont mis à disposition en mode SaaS, c'est-à-dire en mode hébergé, où vous louez finalement l'utilisation du logiciel, si le site vient à tomber, là encore, ça impacte directement vos activités. Les laboratoires CERBA en juin, donc là où on a toute une série de données à caractère personnel qui ont été exfiltrées dans le but de les revendre, ou éventuellement de faire chanter aussi, maintenant c'est à la mode, les patients ou les usagers, en disant voilà, on détient vos données, on détient des données à caractère personnel, médical ou de nature confidentielle. Et du coup, on vous demande à titre individuel, donc là directement auprès de la victime, monsieur ou madame Dupont, de verser une rançon symbolique, mais multipliée par le nombre de victimes. L'idée étant, alors donc là on est sur un autre modèle économique qui consiste non plus à s'adresser à l'établissement auprès duquel on a exfiltré les données, mais directement auprès des victimes. Donc je ne détaille pas plus, vous voyez effectivement des gros secteurs d'activité comme par exemple la PHP, les hôpitaux de Paris, qui avaient fait l'objet aussi d'exfiltration de données.
plus les tentatives de phishing à travers des faux liens qui sont envoyés ou des faux documents de type Office ou Google Doc, qui sont autant de vecteurs pour justement mettre un pied dans vos systèmes d'information et par escalade et latéralisation, essayer d'aller plus loin dans vos systèmes. Donc, c'est toujours la course entre le gendarme et le voleur, finalement, ou en tout cas l'attaquant et chacun d'entre nous qui essayons de préserver nos patrimoines, où finalement les attaquants essaient toujours d'avoir un coup d'avance sur les techniques, sur l'originalité. Donc, on voit là encore, hein, c'est repris des signalements. Donc, on voit que toutes les structures sont touchées, hein. On retrouve bien sûr le médico-social, les établissements de santé, donc je ne détaille pas. Là encore, ça illustre un petit peu les propos que j'avais jusqu'ici. Quelle motivation finalement et un peu les modes opératoires des attaquants? Alors, ce thème-là, il pourrait nous occuper sur plusieurs séances. Mais là, simplement, c'était, là encore, donner quelques éléments, hein, de lecture. Les profils, en fait, on a souvent tendance à partir sur des malveillances extérieures en disant c'est un pirate, opportuniste ou pas, qui en veut à mes biens. Ne pas oublier aussi peut-être la possibilité de malveillance interne, liée peut-être éventuellement à un ancien ou une ancienne salariée ou un ancien collaborateur qui quitte en mauvais termes la structure et qui peut éventuellement avoir une action malveillante sur vos patrimoines de données ou exfiltrer avant son départ un certain nombre d'éléments. Donc là encore, dans vos analyses de risque, ça peut être intéressant de pouvoir le prendre en compte. Alors, de manière traditionnelle, hein, les outils qui sont, parce qu'il y a toute une panoplie d'outils, hein, qui sont disponibles pour les pirates. Et aujourd'hui, on a même des kits clés en main qui sont accessibles sur le dark web, hein, donc ce fameux marché des cyberattaquants, où en fait vous pouvez acheter le kit prêt à attaquer finalement. Il suffit juste de cliquer sur le bouton et tout se déclenche de manière automatique. Donc les rançongiciels, on en a parlé, les tentatives de phishing, vous savez, ce sont ces tentatives d'hameçonnage que l'on reçoit régulièrement à titre personnel ou professionnel, et qui nous incitent à cliquer sur un lien qui nous envoie vers un contenu malveillant destiné justement à ouvrir une faille, une porte dérobée sur vos systèmes. Donc ce qu'on appelle également les attaques par déni de service, c'est simplement le fait de dire je ne veux pas forcément exfiltrer des données, mais j'ai une capacité de nuisance en empêchant, par exemple, la réalisation d'un événement. Imaginons que vous mettez en place un colloque qui se fait en visioconférence. Vous avez, alors j'allais dire un concurrent, on n'a pas forcément de concurrent dans nos domaines d'activité, enfin, et encore que, mais en tout cas une personne malveillante, je reprends que ce soit de l'interne ou de l'externe, qui finalement va envoyer ce qu'on appelle des requêtes sur vos serveurs pour saturer votre serveur de telle sorte qu'il ne soit plus en capacité de répondre à vos clients, de répondre à vos usagers, et voire même de permettre la réalisation de votre visioconférence ou de votre événement de type colloque. Donc, c'est des outils, là encore, à la portée, malheureusement, aujourd'hui, de chacun. Alors, les modes qui sont exploités, c'est souvent l'exploitation de vulnérabilités qui peuvent exister sur vos outils logiciels, mais également sur vos équipements. C'est l'occasion de rappeler la nécessité continue de patcher, de mettre à jour, de se tenir un petit peu en veille sur les vulnérabilités qui sont remontées régulièrement. Il y a aussi des possibilités qu'on appelle de force brute qui vont consister en fait à calculer, à tester des mots de passe. Vous avez aujourd'hui des dictionnaires de mots de passe qui existent. C'est des catalogues que l'on trouve régulièrement de plusieurs milliards d'enregistrements. Et en fait, simplement, l'outil va tester cette combinaison de mots de passe sur vos systèmes. C'est un peu comme si finalement vous aviez un cadenas et puis vous allez un cadenas avec des chiffres et puis vous allez tester toutes les combinaisons de chiffres. Si ce n'est que derrière, c'est un ordinateur qui fait ça et qui peut faire plusieurs milliers ou milliards même de calculs à la seconde. Et les finalités, hein, donc on les rappelle, hein, des modes opératoires des attaquants, c'est l'extorsion de rançon de manière traditionnelle, mais aussi de plus en plus souvent, c'est l'exfiltration de données en vue de la revente de ces données sur le dark web,
Parce que là encore, sur le dark web, vous avez le pirate à titre individuel et vous avez le grossiste qui va lui racheter les données qui ont été exfiltrées. Et ce grossiste, lui, va mettre en corrélation d'autres enregistrements qu'il va détenir. Et en fait, il va enrichir ces données-là pour leur donner de la valeur en les liant à d'autres données exfiltrées qui vous concernent ou qui concernent vos patients ou usagers. Et en fait, par rapport à ce rôle de grossiste, il va les revendre ensuite à des pirates pour pouvoir utiliser encore d'autres attaques. Voilà. Alors, face à ça, et là encore très modestement, quels sont les outils et services de sécurité numérique qui sont mis à disposition par le GRAD PACA sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui sont accessibles, encore on le rappelle, à titre gratuit par tous nos collègues du médico-social et du domaine de la santé. Ce sont notamment à travers la cellule CAPSI plusieurs domaines d'activité. Donc on les rappelle, le pilotage, l'animation régionale, l'accompagnement sur les incidents et crises. Je ne redétaille pas hein, ces 7 piliers, on en a déjà parlé à travers les ateliers précédents, mais je vous le remets juste en mémoire. Simplement, ce qui peut être intéressant, c'est un petit focus sur l'actualité de CAPSI et les outils qui existent aujourd'hui. Sachez que, là encore, dans le cadre d'un travail national qui a été mené et supervisé par l'ANS, ont été mis en place des kits d'exercice de gestion de crise. L'idée, c'est de dire, au même titre qu'on crée des exercices de sécurité incendie ou des exercices d'évacuation de bâtiments, eh bien là, c'est prendre l'habitude de réaliser des exercices de gestion de crise numérique. Et à ce titre, on met à votre disposition, là encore dans le cadre national, des kits d'exercices de gestion de crise pour plusieurs niveaux. Un niveau débutant, où finalement vous démarrez dans cette activité, vous voulez mettre le pied à l'étrier. Donc sachez qu'il existe un kit qui est adapté à ce niveau débutant. Et vous avez de la même manière un niveau dit intermédiaire et un niveau avancé. Donc, suivant la maturité ou le niveau d'avancement sur ces questions, sachez qu'il existe des solutions et qu'on peut vous accompagner là-dessus. Élément d'information aussi intéressant, c'est qu'on a depuis maintenant quelques semaines une plateforme régionale de formation et de sensibilisation à la sécurité numérique qui est en fait un site internet qui est derrière le portail Santé PACA et qui va permettre à vous et vos collaborateurs et collaboratrices de pouvoir accéder à des contenus de formation à la sécurité numérique. Donc, nul besoin d'être un spécialiste de l'informatique, ça s'adresse à tous les publics, à tous les métiers, et on est vraiment sur, j'allais dire un petit peu, le passage en revue des gestes barrières, des gestes d'hygiène numérique qui servent la sécurité de vos établissements. Et finalement, redonner conscience à chacun d'entre nous qu'on est là encore un maillon de la chaîne de sécurité. Donc là encore, n'hésitez pas si vous souhaitez accéder à ces éléments, les mettre dans vos plans de formation pour vos collaborateurs. Prenez contact avec les équipes CAPSI et on vous mettra à disposition cet outil, bien sûr, là encore gratuitement. Les sessions ludiques Krakenac, vous vous rappelez le fameux escape game qui permet d'aborder ces questions de sécurité numérique. On a eu la joie de pouvoir animer des sessions à Gap pour nos collègues du 0405. On a des sessions à Brignoles, à Marseille, dont on parlera tout à l'heure. Mais n'hésitez pas, là encore, c'est des outils qu'on peut venir déployer et animer dans le cadre de vos structures. Des affiches, des supports qui sont destinés à porter vos discours et accessibles sur le site CAPSI, dont vous verrez les détails. Et enfin, un livret d'hygiène numérique spécifiquement écrit pour le domaine médico-social, qui est finalisé maintenant et qui va être adressé avant l'été, donc on est à quelques jours de l'envoi, à toutes les directions du médico-social. Donc là encore, c'est quelque chose qui a été co-construit avec les collègues du médico-social et l'ANS, et qui a le mérite d'aborder un petit peu toutes les bonnes pratiques et de pouvoir les mettre à disposition de la gouvernance du médico-social. Et surtout effectivement, adapter vraiment à la problématique des établissements, parce qu'il en existe un, mais qui est peut-être un peu trop générique ou un peu trop ciblé sur un gros établissement sanitaire. Là, l'intérêt, c'est qu'il va être vraiment dimensionné, taillé pour les établissements du secteur. Exactement. Et du coup, ça me permet de conclure sur cette partie-là en rappelant un petit peu les domaines d'intervention. Vous les avez à l'écran. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est les moyens de contacter la cellule CAPSI.
Donc, vous avez notre adresse capsi@yes-sud.fr. Vous avez également notre site capsi.tech, accessible sur Internet. Et vous avez également une page LinkedIn qui est accessible sur votre réseau professionnel. Et donc là encore, à votre disposition. Et surtout, n'oubliez pas qu'on est là pour vous, qu'on essaie de mettre en place des outils qui sont gratuits. Donc le coût est supporté par le grade au titre de l'effort collectif et de mutualisation. Donc ces outils existent, ils sont à votre disposition et surtout l'équipe CAPSI est à votre disposition. On avait une petite question dans le chat, là. Enfin, une question intéressante. Pourquoi petite? Petite dans le sens de mignonne. Quels sont les portails de déclaration des événements indésirables informatiques? Alors, vous avez un portail spécifique. En fait, c'est le même portail. Alors, comment dire? En fait, il y a trois signalements que vous êtes amenés à faire. Vous avez déjà un signalement que vous faites au titre des événements indésirables. C'est celui sur lequel on fait aussi les mêmes déclarations éventuellement en cas de difficultés médicales ou autres. Je vais vous redonner le lien. Vous avez aussi, dans certains cas, la nécessité de faire une déclaration auprès de la CNIL. Donc là encore, c'est sur le portail de la Commission nationale informatique et liberté. Du moment que les données qui concernent l'incident que vous souhaitez remonter, ces données sont de nature personnelle, ou données de santé ou données d'usagers. Là, vous avez aussi en parallèle non seulement le fait de le remonter au ministère, via le lien que je vais vous mettre dans le chat dans quelques minutes, mais également auprès de la CNIL, sur un autre canal, déclarer cet incident-là. Et le troisième cas, je ne l'aborde pas parce qu'il concerne plus nos collègues de la santé qui sont dits opérateurs de services essentiels et qui du coup ont une obligation vis-à-vis de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a pas d'établissement OSE dans le domaine médico-social, en tout cas je ne crois pas, mais il est fort probable que dans l'année ou les 2 années qui viennent, vous soyez concernés, puisqu'on a une directive européenne qui s'appelle la directive Nice, qui dans sa version 2 va étendre la notion d'opérateur de services essentiels et donc les obligations. Déjà, on sait que toutes les collectivités locales vont être concernées, conseils départementaux, conseils généraux, grosses métropoles. Donc, il y a fort à parier que le médico-social va rejoindre cette sphère des obligations de haut niveau de maturité en sécurité numérique pour les grosses structures et gros établissements. Ok, bien, merci. On essaiera quand même de rajouter les liens dans le support avant d'envoyer, et y compris sur la petite slide. On essaiera de vous rajouter un tas de liens, tout ce qu'on peut, on les mettra dans le support. Il me reste à vous remercier, à te remercier Patrice, et puis à vous rappeler donc de l'inscription pour la dernière session de la saison, et la rentrée à partir de septembre, les midis numériques prendront une autre forme. Et donc, je ne fais pas plus, je laisse sur ce teasing-là. Les midis numériques de la saison 2022-23 seront autres. Une miette anxiogène. Non, il ne faut pas avoir peur, ça va être bien. Et vous rappelez effectivement, Patrice en a parlé tout à l'heure, on a fait une première session le 15 juin à Gap, et on a encore 2 dates à vous proposer à porter de voitures ou de trains à Brignoles le 27 juin et le 29 à Marseille à Lumini, où on vous propose finalement d'aborder 4 sujets: l'identito-vigilance, l'INS, le nouveau référentiel d'évaluation qui est applicable depuis cette année, et pour Patrice, un tour sur la sécurité des données, et l'escape game, le crack and hack, l'après-midi. Et puis pour ma part, je vous accompagnerai, je vous parlerai du virage numérique et comment faire sa feuille de route pour suivre le virage numérique en santé. Il reste des places, on vous attend avec impatience le 27 ou le 29 juin à Brignoles ou à Marseille. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence, et à très bientôt, et effectivement à Marseille pour voir Marc et les autres.
À très bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous et merci.